cette première émission de la saison, nous donnerons place aux témoignages. Nous parlerons du Congo, des discriminations, des violences familiales et de la reconstruction du clitoris. Juste avant la pause estivale, j'ai rencontré Madame Konaté qui vit à Paris depuis quelque temps. Elle est suivie par notre association, le Comité des familles. Elle a décidé de nous raconter son histoire des violences familiales à la reconstruction du clitoris. Bon, j'ai fait la réparation le 19 novembre 2024. Ça ne fait pas encore un an. Oui. Et tu peux nous raconter qu'est-ce que s'était passé? Bon, moi j'étais incisée à l'âge de 15 ans. Donc, tout ce qui s'est passé n'est pas comme j'étais petite quand ils ont fait. Donc, je me rappelais de tout. Donc, ça me perturbait beaucoup. Je ne me sentais pas comme une femme. Je me sentais handicapée quelque part. Chaque fois, ça me fatiguait moralement, physiquement aussi. Parce que moi-même, en tant que femme, quand je me vois, je sais que j'ai quelque chose qui me manque. Quand j'ai croisé un homme pour faire des rapports aussi, je ne sentais rien. Je me sentais mal à l'aise, je ne me sentais pas bien. Donc, j'ai vu un jour mon médecin m'a dit que si je peux me faire réparer, qu'il y a une possibilité. Parce que je lui parlais beaucoup de ça. Donc, elle m'a parlé de ça, mais je n'ai pas eu le courage. J'avais pris la décision en 2023. J'avais fait tous les rendez-vous, mais après, j'ai eu peur encore. Je pensais que c'était la même chose comme on m'avait excisé. Donc, j'ai stoppé. J'ai fait tous les rendez-vous, mais pour aller voir l'anesthésie, j'ai stoppé. Mais quand j'ai accouché mon enfant aussi, quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu que le médecin m'a dit, la sage-femme m'a dit, Madame, parce que vous êtes excisée, que donc on va vous déchirer parce que vous êtes fragile. Donc, si vous-même vous êtes déchiré vous-même, ça serait plus. Donc, nous, on va vous déchirer pour que vous puissiez accoucher facilement. Que parce que le côté excision là, c'est chose. Donc, elle m'a dit, je vais appeler mon responsable encore, lui aussi va venir voir si tu peux accoucher normalement sans qu'on fasse ça. Lui aussi, il est venu, il a dit la même parole encore. Donc, je me suis dit, avec tous les problèmes que les saisons m'apportent là, ça peut me causer une chose encore plus que ça encore. Parce que si ce n'est pas ça, ils allaient laisser. Si moi-même je me suis déchirée, moi-même ils ont décidé. Donc j'ai décidé, j'ai dit, je vais faire l'opération. Tu l'as fait après ton accouchement? Non, je l'ai fait après mon accouchement. Donc après mon accouchement, j'ai pris la décision de le faire. Donc on a pris le rendez-vous, vu que j'avais déjà fait tous les rendez-vous. Donc c'est que la date de l'opération avec l'anesthésie que j'ai fait. Donc je partais, le jour où je devais partir, j'avais peur. Je n'ai même pas dormi. J'ai fait 2 jours, 3 jours comme ça avant l'opération. Je n'ai pas dormi, mais je me suis dit, il y a des choses qu'ils m'ont fait dans mon pays que je ne peux pas le réparer. Mais ça, si j'ai la possibilité de le faire, je vais le faire pour me sentir bien. Quel que soit ce qui va se passer, je vais le faire. Donc j'ai pris la force, je suis allée. Mais ça s'est bien passé. Le médecin, je n'ai même pas vu le médecin. J'ai vu le médecin avant l'opération. Mais quand ils m'ont fait l'anesthésie, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, j'ai dormi. Je me suis réveillée. C'était déjà bon. Bon, je croyais que comme en Afrique, on m'a incisé, j'ai plus de temps pour être guérie parce qu'il n'y avait pas de soins, j'avais des douleurs. Je croyais que c'était la même chose, mais pas du tout.
Je me suis levée, dès que je me suis levée, ils m'ont envoyé dans la chambre. Ils m'ont dit si je suis allée aux toilettes, si ça va, c'est bon. Je suis allée aux toilettes, ça va. Je n'ai pas senti de douleur encore, ça va. Je suis restée là jusqu'à quand je suis revenue à la maison aussi. Ils m'ont donné les soins, je me suis soignée un peu, jusqu'à ça va. Aujourd'hui, je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise. Parce que c'est pas que l'opération, parce que c'est l'incision, c'est quelque chose qu'on nous fait. Je ne sais pas si pour tout le monde, mais pour moi, quand c'est quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire, pendant tous les 15 ans là, c'est comme si aujourd'hui ça s'est passé. Parce que moi, ils ont fait, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Tous les 14 ans là, c'était gravé dans ma mémoire. Ça était moralement, même plus que physiquement. Mais quand j'ai fait l'opération, c'est comme c'est quelque chose qui était sur ma tête. Ils ont déchargé. Parce que c'est quelque chose qui t'ont fait, c'était habituel de pratiquer l'excision à l'âge de 15 ans ou plus jeune? Moi, chez nous, d'habitude, c'est plus jeune. Mais moi, quand mon papa parce que moi, je suis la dernière de notre famille. Donc, mes grandes soeurs, qu'elles ont fait, il y a une grande soeur, après moi, celle que je l'ai su, c'est pas elle, l'autre, elle a perdu la vie. C'est pas l'excision, mais depuis qu'ils l'ont excisé, elle ne s'est pas retrouvée, elle est restée là tout le temps malade. Après un an, 6 mois comme ça, après l'excision, elle est décédée. Donc ça a beaucoup marqué mon papa. Donc, il ne voulait pas que moi, il a pris du temps, peut-être qu'il ne voulait pas le faire avec moi. Mais c'est après, quand il est décédé, mon oncle, on était parti pour les funérailles de mon papa. Donc, c'est lui qui a décidé qu'on me fait ça avec les autres filles. Parce que quand on est parti trouver qu'ils étaient... Parce que c'est un moment, en fait, c'est pour beaucoup des enfants. Il y a les moins âgés, il y a les plus âgés, il y a les bébés, tout ça. Et tu as dit, il y a des choses qui m'ont fait dans mon pays que je ne peux pas réparer. Ouais. Mais l'excision, oui, je peux la réparer et c'est fait. Qu'est-ce que sont les choses qui t'ont fait que ça ne peut pas se réparer? Bon, moi, depuis que j'ai perdu mes 2 parents, j'étais chez mon oncle avec sa femme. Ils m'ont maltraité beaucoup. Ils m'ont maltraité. La maltratation que j'ai reçue dans ma vie, je n'ai même pas eu une enfance librement. J'ai été frappée. Si tu vois tout mon corps, c'est des taches. Hein? J'ai été frappée, j'ai été maltraitée. J'ai travaillé comme une esclave pour la femme de mon oncle. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, qu'elle ne te paye pas, elle ne paye rien pour toi. C'est toi qui travailles et puis ses enfants vont à l'école. C'est toi qui travailles et puis ses enfants paient les habits. Elle paie les habits pour ses enfants. Une esclave. C'est comme une esclave, parce que je travaille en retour rien. Quand je sors, on me frappe. Ils m'ont fait beaucoup de choses. On m'insulte, on m'humilie devant les gens, on me fait tout. Jusqu'à le temps qu'ils ont décidé de me marier encore, dans la même famille encore. Donc j'ai dit, je ne peux pas le supporter parce que ce que j'ai vécu, peut-être je me disais qu'un jour, si je suis une femme, si je gagne quelqu'un qui vient me marier pour me faire sortir de ces souffrances-là, ça va aller. Mais rester encore là-bas, encore dans la même souffrance-là, non, c'était trop pour moi. Il y a eu un moment où tu as pu partir de cette famille? Oui, c'est le moment que j'ai pu partir pour le Mali, après le Mali, la Bretagne, puis
parce que je peux dire c'est eux, parce que quand je suis sortie, je n'avais pas les moyens de me nourrir, je n'avais pas de moyens de vivre. J'étais obligée de me prostituer même pour manger. Donc je dis c'est eux qui m'ont fait ça, parce que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est eux qui m'ont donné. Aujourd'hui, je suis condamnée à une maladie que je ne connais pas où c'est quitté. Je peux dire c'est eux, parce que si j'étais, parce que quand je quittais en Côte d'Ivoire, j'étais encore vierge. Mais à cause de eux, je me suis vendue, j'ai fait la prostitution avant pour avoir de manger pour avoir un toit à dormir. Donc tout ça, je ne peux pas le réparer, mais la réparation qu'on m'a proposée, donc j'ai dit, il y a quelque chose que je peux réparer dans ma vie, parce que ça c'est le passé, je ne peux pas le réparer, mais je peux, même si je vais tout faire, je ne peux pas l'effacer de ma vie, parce que déjà j'ai bien traversé tout ça. Mais la réparation, ça m'a donné un espoir encore pour me dire qu'il y a quelque chose qu'ils m'ont fait que moi, je peux réparer. Aujourd'hui, par contre, si eux ils savent que moi, je me suis réparée, c'est eux qui vont avoir plus mal que moi. Pourquoi tu dis ça? Je sais qu'ils vont avoir plus mal parce que ces eux, ils m'ont fait du mal. C'est pour toute la vie. Ils ne savent pas que eux-mêmes ne savent pas qu'il y a quelque chose qu'on peut réparer. Donc actuellement, si ils savent que moi je me suis fait réparer enfant, c'est eux qui vont avoir plus mal que moi. Et du coup, tu es arrivée en France aussi pour t'échapper de cette famille. Oh, ouais. Et ça fait combien de temps que tu es en France? Moi je suis là depuis 2020. 2020. Oh, ouais. Et tu as découvert quand l'infection au VIH? Bon, c'est quand je suis rentrée ici. Ici, au comité des familles? Quand je suis rentrée en France, d'accord, que j'ai su que je suis malade. Moi, j'ai eu l'hépatite. Ouais. C'est quand je suis rentrée que j'ai su ça. Tu avais une hépatite et oui. C'est pour ça que tu allais consulter? Non, quand je suis venue, j'étais malade. Donc, je suis allée à l'hôpital, ils ont fait les bilans de santé. C'est là que... Et ça, c'est quelque chose que tu as mal vécu aussi, la découverte du VIH? J'ai mal vécu parce que je me suis dit, j'ai mal vécu, je me suis sentie mal parce que, je ne sais pas, la maladie, ça peut être de la famille, ça peut être de partout. Mais moi, je me suis dit toujours que c'est le parcours que j'ai vécu dans ma vie qui a fait que j'ai eu ça. Vu que je n'ai pas fait de bilan en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas senti ça, que mon papa et ma maman étaient malades, non. Moi aussi, je n'ai pas connu de garçon. Peut-être c'est en mes 6 ans ou soit le parcours que j'ai fait que j'ai eu la maladie. C'est ce que moi je me dis tout le temps. Donc je l'ai vécu mal. Mais la maladie même, c'est pas, ça m'a pas fait trop mal que ce que j'ai vécu dans ma vie. Parce que la maladie, je me dis, j'ai reconnu la maladie ici. Ici, par contre, on a les moyens de, je ne peux pas me soigner, mais de calmer la maladie. Peut-être si ça m'avait trouvé en Afrique, c'était un peu plus grave qu'ici. Et maintenant, tu as un enfant. Oui. C'est ton seul enfant? Oui. Qui a 9 mois? Oui, il a 1 an. Il a 1 an, pardon. Et est-ce que tu es avec le papa de l'enfant? Oui. Et comment ta vie en ce moment? Est-ce que vous avez un appartement? Non, actuellement on vit à l'hôtel. Actuellement on vit à l'hôtel. Mais je me sens
Dans ma vie, j'ai pas été un peu en l'aise il y a plusieurs années parce que depuis que mes parents sont décédés, avec les choses que j'ai vécues dans ma vie, les parcours que j'ai vécu, actuellement ça va. La France, je ne peux pas dire que j'ai eu tout ce que je veux parce qu'actuellement je n'ai pas encore de papier, je n'ai pas mon appartement, je ne travaille pas, je compte sur, tout le temps je compte sur les gens pour m'aider. Je veux qu'un jour je sois stable pour que je vive ma vie indépendante, pour que moi-même je puisse travailler, m'occuper de moi, m'occuper de ma famille. Mais je remercie Dieu parce qu'en France ici, je me sens en sécurité parce que je fais ce que je veux, je ne fais pas ce que les gens veulent. Je suis en l'aise, je me sens en sécurité. Je sais que si je ne fais pas de bêtises, je ne peux pas avoir de problèmes. Donc je me sens à l'aise pour ça, je me sens heureux. Je suis avec ma petite famille maintenant, ça va. Tu es contente. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci. Et vous êtes toujours à l'écoute des Vivre avec le VIH après ce témoignage touchant de Madame Konaté. Il nous a rejoint un plateau Ernest. Bonjour Ernest, ça va? Bonjour Christina, oui ça va. Tu vas bien? Très bien, merci. Alors Ernest, vous avez déjà entendu sa voix parce qu'avant les vacances d'été, il nous avait déjà rejoint. Il a rejoint l'équipe radio. Je suis ravie de travailler avec lui. Mais aujourd'hui, tu es dans une veste un peu différente. Oui. Parce qu'on a décidé quand même de vous livrer, ou même Ernest a décidé de livrer son témoignage. Exactement. Pour que vous puissiez vraiment le connaître et vous habituer aussi, quand vous entendrez ces questions, ces questionnements pendant les émissions, vous saurez d'où vient Ernest. Alors, Ernest vient du Congo, c'est moi qui le dis. Oui, voilà. Mais tu es en France, tu es à Paris depuis combien de temps? Ça fait 1 année et demie, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est depuis le mois de février de l'année passée, 2024, que oui. je suis en France, à Paris exactement. Oui. Et si on doit compter février, ça fait, voilà, disons 1 année et demie que je suis en France depuis. Voilà. Et tu as un statut particulier administrativement? Exactement. J'ai un statut de réfugié, parce que quand je suis arrivé en France, l'idée, c'était de faire ma demande d'asile en tant que personne LGBT. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivé, quelques temps après, je me suis senti très mal, et il fallait que je passe à l'hôpital pour le soin médicaux. Et c'est par là que j'ai appris que j'avais le VIH. Exactement. Tu es arrivé, du coup, tu n'étais pas au courant de ton statut. Pas du tout. Mais tu ne penses pas avoir contracté le VIH en France, mais c'est peut-être quelque chose qui vient d'avant. Oui, exactement, parce que bien avant cela, avant même d'arriver en France, quand j'étais au pays, en RDC, la capitale Kinshasa, c'est là où je suis né, j'ai grandi. Disons en 2023, je suis tombé 3 fois malade. C'est-à-dire au début de l'année, au milieu de l'année et à la fin de l'année. Et les diagnostics qu'on me disait, c'était j'avais le palu. C'était le diagnostic qu'on me disait à tout moment. À chaque fois que je passais à l'hôpital, les spécialistes me disaient tiens, vous avez le palu, prenez les antipaludéens et ça va aller. Bien que ça allait au début, mais quelques temps, tu te sens encore faible et puis voilà. Et au 3e diagnostic, moi-même, je me suis dit, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça ne peut pas être tout le temps le palu, à 3 reprises. Tu prends les antipaludéens et ça persiste toujours. Alors, j'avais compris par le regard de l'infirmière qui m'avait diagnostiqué pour la 3e fois.
Et après, au mois de février, j'ai pris mon vol pour venir en France, février 2024. Quand tu dis j'avais compris, c'est-à-dire qu'elle t'avait mis en doute en fait ce regard. Voilà. Il y avait un regard de doute. Enfin, c'est comme si elle avait pitié de moi. C'est comme si elle voulait me dire quelque chose, mais n'arrivait pas à le dire. Par là, je veux dire quoi? Il y a un petit souci. Là, j'essaie un peu d'ouvrir une parenthèse rapidement. Dans mon pays d'origine, parfois, les spécialistes, les médecins, les infirmiers, ils ont du mal à annoncer aux patients leur état sérologique. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'arrivent pas à dire aux gens, bah, tiens, vous avez soit le VIH. Parce que moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire, d'annoncer à la personne qu'il est atteint ou elle est atteinte du VIH. Au moins, on peut l'administrer le traitement approprié. Au lieu de lui dire, bah, tiens, vous avez le palu, on lui donne les antipaludéens pendant que le VIH persiste en la personne. Moi, c'était mon cas. Ouais. Moi, Et pourquoi? Comment tu te l'expliques? Est-ce que c'est vraiment une question de discrimination par rapport au statut sérologique? C'est de ne pas avoir, je ne sais pas, les moyens d'intervenir. Pourquoi? Parce que j'avoue que quand tu m'as dit ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup surpris. Oui. Le fait que, comme tu as dit, les professionnels de santé ont du mal à annoncer le statut sérologique. Je pense qu'il y a un problème de discrimination aussi. Très souvent, une personne atteinte du VIH, chez moi au pays, il est pointé du doigt ou elle est pointée du doigt. Et parfois, la société la rejette, voire même sa propre famille. Et ici, par exemple, si je dois faire une différence entre la France et la RDC ou Kinshasa, ici, par exemple, lorsque je vais à l'hôpital pour soit faire des analyses tous les 6 mois, comme j'ai l'habitude de le faire, ou à la pharmacie, voire même, pour chercher mes traitements, en tout cas, il y a une certaine discrétion, même face aux pharmaciens. Vous voyez, personne ne peut savoir que moi, je suis atteint du VIH. Ils peuvent même pas savoir que le produit qu'on m'a donné, c'est un produit lié au VIH. En tout cas, depuis que j'ai commencé à chercher mes produits, à prendre mes produits dans les pharmacies, je n'ai jamais connu ce problème-là. Il y a une certaine discrétion. Et ce n'est pas le cas dans mon pays d'origine. Parce que déjà, quand tu vas chercher tes produits, enfin, quand les gens vont dans les hôpitaux, on sait que tel pavillon, c'est spécifiquement pour les personnes atteintes du VIH. Et parfois, les gens ont honte de passer par ces pavillons-là. Le père qu'on va lui dire, tiens, on t'a vu passer par l'autre. Certainement, tu es atteint du VIH. Vous voyez un peu. Donc, cette discrimination-là, parfois, ça bloque et les malades et parfois aussi les professionnels de la santé. Ils ont parfois du mal à faire ça parce qu'ils se disent, ils vont trahir par, je sais pas, une confiance ou un secret médical, je ne sais pas. Et en revanche, l'annonce du VIH en France, c'est passé comment? Ah ouais, c'était un choc, un véritable choc, ça je ne vous raconte même pas. Déjà, avant d'arriver à l'hôpital, j'ai eu des éruptions cutanées. Et moi, je ne savais pas c'était quoi. Et j'ai montré à mon oncle, lorsque j'étais arrivé. Et bon, lui aussi, il n'arrivait pas à diagnostiquer c'était quoi. Il a essayé d'appeler une amie à lui qui est infirmière. On a essayé de prendre des photos et elle me dira, ah bah tiens, c'est le zona. Déjà, ça m'a bloqué. Après, il m'a dit, bah tiens, on doit être sûr, on doit aller à l'hôpital pour avoir vraiment le cœur net. Et c'est par là que je suis allé à l'hôpital à Créteil. Et c'est là, après les analyses, que le médecin m'a affirmé que j'avais le VIH et que c'était les zonas qui étaient là. Et voilà, et puis après, il y avait le traitement. Quelques temps après, les zonas sont partis. Mais au début, je n'arrivais pas à accepter que je pouvais être atteint du VIH. Je pleurais toutes les nuits, tout le jour. J'avais fait de grève de faim. J'avais même perdu du poids. Donc j'avais vraiment fondu parce que je pleurais.
Et voilà. Et après, il y avait tout le temps l'assistante sociale qui était toujours là pour me réconforter, voire même les infirmières et les médecins. En tout cas, je me sentais en famille. Vous voyez, la différence c'est encore là. Parce que ici, les professionnels de santé ne vous jugent pas. Par contre, ils ont cette compassion envers le malade. Ce n'est pas le cas, par exemple, par rapport à mon pays d'origine. Là, parfois, on peut même te discriminer en disant, ben, tu l'as voulu, et voilà, tu l'as payé le prix. Donc, et parfois, ça blesse encore plus, vous voyez. Donc, ici, par contre, quand on est malade, il y a les aides-soignants, il y a les infirmiers qui vous disent, tiens, si vous prenez vos traitements, vous allez vivre plus longtemps. Si vous respectez ce que le médecin vous dit, vous allez vraiment tenir très longtemps. Et ça m'a donné encore de la force. Oui, c'est des messages réconfortants que tu as eus. Exactement. En tout cas, c'était vraiment des messages de réconfort. Voilà. Mais en tout cas, avant tout ça, tu avais quand même décidé de venir en France, du coup, pour des discriminations que tu as subies au pays aussi. Exactement. La raison pour laquelle je suis arrivé en France, c'était parce que j'ai subi des discriminations en tant que personne LGBT dans mon pays d'origine, et particulièrement dans ma propre famille et dans la société. Voilà. Déjà dans ma famille, c'était pas facile quand on grandit. Moi, je suis déjà l'aîné de la famille, j'ai 2 frères après moi, oui. Et pour mon père, un aîné doit être exemplaire. Donc, tu dois montrer l'exemple à tes frères, c'est-à-dire, tu dois avoir une petite amie, tu dois construire une famille, tu dois avoir des enfants, tu dois perpétuer le nom de la famille. Donc, tu dois pas... voilà. Et tout ça, là, ça me coinçait. Et après, je me suis décidé de quitter le toit familial pour aller habiter avec des amis et tout. Et c'est là, maintenant, que le problème est arrivé. Alors, j'ai connu un gars avec qui on était ensemble, moins âgé que moi, mais pas mineur. Et on s'est connus dans les milieux professionnels parce qu'il était stagiaire là où je travaillais. Parce que je dois encore ouvrir une parenthèse, que dans mon pays, j'étais aussi dans le média, comme je le fais maintenant là. Et du coup, le gars, il était venu en stage. Bon, je l'ai encadré et tout. Et après son stage, il voulait qu'on reste des amis. Après, il me faisait la cour et puis voilà. Et après, ça a dégénéré. Et voilà, il a tout mis sur moi en disant que, puisque moi je suis plus âgé que lui, donc c'était moi qui suis allé vers lui en lui proposant d'être en couple avec moi. Et vu que lui, entre guillemets, ils sont avec des filles aussi, et à cause de moi, il a laissé le droit chemin, comme on le dit chez nous. Il a laissé les filles pour sortir avec le gars. Et puis, voilà. Et sa mère, sa famille étaient tous derrière moi. Voilà. Ils m'ont ramené à la police. C'était une histoire de police. Voilà. Et, Une vraie persécution. Voilà. Vraiment une persécution totale. Et maintenant, arrivé à la police, il fallait fallait appeler les parents pour comparaître entre les 2 familles. Et mon père qui a dit, tiens, lui ne veut pas se mêler dans ces histoires-là parce que puisque je veux être ce que je veux, ça ne le regarde pas. Mais ma mère, au moins, elle est venue avec un oncle, son frère, pour intervenir, pour essayer un peu de payer la caution et me libérer dans tout ça. Mais la famille de l'autre voulait vraiment que j'aille en prison. En tout cas, parce que déjà, dans mon pays, la loi, elle est muette, si on peut dire. Elle ne protège pas, elle ne garantit pas, elle ne condamne pas, mais elle fait recours à la tradition bantoue. C'est-à-dire, un homme doit être avec une femme, pas avec un homme. Sinon, c'est pas logique, c'est pas normal. Donc, c'est dans ça que la loi se base dans mon pays. Et du coup, tu dois payer une amende, soit tu vas faire la prison, soit ça, c'est un peu compliqué. Mais la famille de l'autre, en tout cas, m'a persécuté jusqu'à ce que sa mère est allée voir ma directrice, là où je travaillais, pour dire, tiens, votre agent tel, Ernest, il est gay.
Il a courtisé mon frère, mon fils, etc., etc. Et ma directrice qui m'appelle me dit, ben tiens, puisque tu es gay, on ne peut plus continuer à travailler avec toi ici. Parce que nous ici, on ne peut pas accepter que toi, tu commences à faire la cour aux stagiaires. Je dis, ben, ce n'est pas le cas. Ben, j'essaie de m'expliquer, mais personne n'a voulu me comprendre. Ça, c'est déjà mort. On m'a licencié du travail. Là où je louais avec des amis, déjà, sa famille aussi, parce que le gars connaissait là où j'habitais avec des amis. Et on envoyait parfois des agents de la police pour venir voir si je suis encore là. Voilà. Ils me guettaient de partout. Donc j'étais vraiment en insécurité. Je ne pouvais plus vivre librement. Et du coup, je suis allé habiter chez mon oncle, le frère de ma mère. C'est lui qui m'a un peu caché pendant un long moment. Mais sa femme et ses enfants aussi me regardaient avec un certain œil. Ils ne voulaient pas de moi. Parce que déjà sa femme disait non, on ne peut pas continuer à vivre avec un PD, comme on le dit, ici dans notre maison, parce qu'on a 9 fils et tout. Mon oncle était face à un dilemme, parce qu'il y avait son foyer qui était en jeu, et moi son neveu, donc il ne pouvait pas trancher. Ton oncle, il était quand même accueillant envers toi. Oui, il était accueillant parce que c'est vraiment, il est trop proche à ma mère, voilà. Et ma mère aussi, elle ne pouvait pas me garder. Oui, parce qu'il y avait ton papa. Avec son papa, voilà, c'était son mariage qui était en jeu. Donc j'étais entre deux toits, je ne savais pas où me mettre. Et du coup, ma mère, mon oncle, ils se sont dit, tiens, en tout cas, on ne peut rien si ce n'est pas chercher un moyen de le faire partir du pays, parce que là, il ne peut plus vivre. Il a perdu son travail, il a perdu son logement, la famille, personne ne veut de lui. Alors, tout compte, en fin de compte, il reste notre fils, notre enfant, on ne peut pas aussi l'abandonner. Et c'est par là que ma mère, mon oncle, ils ont cherché tout le moyen pour me faire partir. Parce que déjà, je recevais de menaces par SMS de la part de la famille de l'autre. Donc, c'était invivable pour moi là-bas. Oui. Et quand tu dis que ta maman et ton oncle, ils ont fait tout, c'est-à-dire ils ont essayé de trouver l'argent pour te faire partir. Voilà. Déjà, savoir si j'avais un passeport, oui. Parce que j'avais déjà un passeport, puis que je travaillais. Et puis, mon oncle, il s'y connaît un tout petit peu parce que, bon, il faut se le dire qu'au Congo, ou à Kinshasa, ou en Afrique, voyager, il faut beaucoup de moyens. Parce que, surtout, si c'est un voyage qui doit se faire un peu rapidement, il faut beaucoup de moyens. Et chercher de passeurs, voilà. Donc, voilà. Et mon oncle, puisqu'il s'y connaît un tout petit peu, il a cherché un passeur pour m'aider un peu à avoir le visa. Et voilà, il fallait chercher un billet, il fallait chercher tout ça, là, tout le moyen. Et voilà. Donc, grâce à mon oncle et ma mère, que j'ai pu quitter mon pays pour arriver en France. Et ici aussi, tu étais accueilli par quelqu'un de la famille ou des amis? Ici, j'étais accueilli par un oncle, c'est-à-dire le cousin de mon père. Voilà. Alors, c'était pas aussi évident parce qu'il a fallu vraiment négocier. Mais à la fin, mon père, il a essayé de parler à son cousin pour dire, tiens, essaie juste de l'accueillir. Le temps pour lui de chercher le moyen de partir. Donc, c'était ça, en fait. Ouais, il a essayé un peu d'être large pour dire à son cousin de m'accueillir pendant un temps. Et quand je suis tombé malade, en tout cas, j'avais supplié à mon oncle de ne rien dire à la famille. Oui. En tout cas, oui. Par rapport au VIH, du coup, ils sont toujours pas au courant. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais jusque-là, ma mère, il n'a jamais lancé le débat sur la maladie. Par contre, quand j'étais malade au début, quand j'avais vraiment fondu, elle me disait, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as fondu? Tu as perdu trop de poids? J'ai dit, j'étais malade, j'étais hospitalisé, voilà. J'ai vomissé, et puis j'ai essayé d'expliquer un peu comme ça. Elle n'était pas vraiment convaincue dans tout ce que je lui disais. Voilà. Mais après, bon, ça n'a pas été un débat entre elle et moi. Et moi, je me dis toujours qu'il y aura un jour où je lui dirai, tiens, voilà, j'ai ça et ça et ça. Et puis maintenant, je me porte bien grâce au traitement.
Oui. Et par rapport aux démarches, du coup, quand tu es arrivé, tu as dû entamer toutes les démarches pour l'asile. Et il y avait déjà la nouvelle loi asile-immigration, qui est beaucoup plus rigide. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais accompagné par une association? Tu as pu faire... comment ça s'est passé au niveau administratif? Voilà. Alors, déjà, quand j'étais hospitalisé, j'ai essayé de parler avec mon assistante. Alors, elle me disait, je lui dis, tiens, en tout cas, je dois faire ma demande d'asile pour être protégé. Parce que sans ma protection, je ne pourrais pas vivre librement au pays. Elle m'avait d'abord proposé de faire une demande concomitante, je crois que c'est ça le terme, pour soins, parce que j'en avais le droit de faire cette demande. On a fait cette demande pour soins à la préfecture. Elle m'a dit, on peut faire cette demande pendant que tu pourras aussi faire ta demande d'asile. Au cas où l'asile ne marche pas, on ne le souhaite pas, mais au moins tu auras un titre de séjour pour soins qui te gardera ici en France. Ok, d'accord. Après, elle me ramène une association, parce que je lui avais tout dit. Je lui ai parlé de moi, elle m'a ramené une association, c'était une association africaine, mais une association LGBT. C'est Afrique Arc-en-Ciel. Oui. Voilà. Elle me ramène ça, elle me dit, tiens, c'est une association où on peut t'accueillir, où tu peux faire ta demande. C'est vraiment une association, c'est une bonne association. Je dis, ok, d'accord. Mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus des Africains que de Blancs. Je ne me sentais pas en confiance parce que je me disais, par rapport à mon état de santé, parler de ça à un Africain... Non. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce que tu nous disais dès quand tu étais en Afrique? Voilà, en tout cas, j'avais toujours cette idée-là sur les Africains que ça parle trop, parce que bon. Mais c'était des gens qui avaient le même statut que toi? Pas forcément? Non. Afrique Arc-en-Ciel, c'est plus de LGBT. Personnes LGBT. Non, ce ne sont pas les personnes séro. Non. Déjà, ça me bloquait. Je me disais, non, je ne peux pas parler de ça à un Africain. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va me regarder, avec quel œil. Vous voyez un peu tout ça, ça me bloquait. En tout cas, ça me bloquait. Malgré qu'on m'avait présenté à un gars qui était médecin aussi, mais il était, je crois, guyanais ou je ne sais pas. J'avais toujours du mal à lui expliquer mon problème. Et du coup, je me suis retiré de moi-même comme ça. Et je suis allé... j'ai rencontré une amie, là, à Arc-en-Ciel. C'est une Congolaise aussi. Elle est lesbienne. Et c'est elle qui me dira, si tu ne sens pas à l'aise... Je ne lui ai pas parlé de mon statut. Je lui ai dit, il y a trop d'Africains. Moi, je veux quelque chose où il y a plus de Blancs et tout. Il m'a dit, attends, je vais te ramener à une association où tu pourrais te sentir à l'aise. Et c'est elle qui me parlera maintenant de l'Ardis. C'est là que j'ai connu l'Ardis. Je suis allé à l'Ardis. En tout cas, c'est vraiment une famille. Et quand je me rappelle, le premier samedi, c'est une permanence pour le nouveau. Il faut arriver pour expliquer ton cas. J'ai expliqué mon cas à un bénévole. Je lui ai tout dit. Et en tout cas, il était convivial. Il était compréhensif. Il m'a dit, ok, on va te chercher un bénévole qui va vraiment t'encadrer. Et puis du coup, on m'a cherché un bénévole. Et puis, grâce à ces bénévoles-là, on a essayé un peu d'écrire mon histoire ou d'arranger mon histoire parce que je ne savais pas comment rédiger une histoire d'asile. Je sais pas, parce que moi, je me disais toujours que chaque lettre a sa structure d'écriture. Vous voyez, il faut commencer par une en-tête, un développement et une conclusion. Et je ne savais pas comment le faire. Oui. C'était vraiment pêle-mêle. Et grâce à ces bénévoles-là, on essaie un peu d'arranger. Et puis voilà. Et Dieu merci, je suis passé à l'OFPRA et j'ai eu mes résultats à l'OFPRA aussi. Je me permets d'ouvrir une parenthèse parce que là, tu as parlé de l'Ardis et justement, ils t'ont aidé pour les démarches, pour rédiger la demande d'asile. Ça, c'est quelque chose dont on avait parlé justement dans cette émission avant les vacances. Oui. Et on le répète encore une fois aux personnes qui nous écoutent et qui ont besoin de faire des démarches administratives. Allez chercher une association qui puisse vous guider, vous aider dans la rédaction. Parce qu'il y a comme tu disais, une ligne, un fil conducteur, des stratégies qu'il faut absolument suivre. Oui. Parce que le risque d'OQTF est très, très haut avec cette nouvelle loi, du coup, d'obligation de quitter les territoires. Du coup, il faut absolument à tout prix éviter cette situation.
rendez aux associations. L'Ardis, quand vous êtes une personne LGBT, c'est une très belle association. Très belle association, oui. D'ailleurs, notre assistante sociale est la même de l'Ardis. On partage cette belle personne qui était aussi invitée dans cette émission. Voilà, bon. En tout cas, pour revenir à toi, Ernest, désolé. Du coup, au niveau administratif, tu as réussi à avoir l'asile. Oui. Et aujourd'hui, et en regardant vers le futur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce que sont tes projets, en fait? Voilà. Alors, mes projets, au départ, je voulais garder cette idée de travailler dans le média, puisque dans mon pays d'origine, j'ai plus œuvré dans le média, bien que lorsque j'ai eu mon diplôme d'État, c'est-à-dire le bac, comme on l'appelle ici, nous c'est le diplôme d'État, j'avais débuté en médecine dentaire. Voilà, j'ai débuté en médecine dentaire, une année, et puis ça n'a pas vraiment marché. Du coup, je me suis reconverti en journalisme. J'ai fait le journalisme, et après, j'ai fait encore une école de journalisme, j'ai eu mon brevet, après je suis allé faire un stage, et puis c'est là où j'avais vraiment œuvré. La chaîne de télévision, c'est une chaîne télé privée de Kinshasa. J'ai œuvré de 2012 en 2023. Vous voyez, un peu, c'est énorme, donc je m'y connaissais un peu dans ça. Et du coup, quand je suis arrivé, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer dans ça? Mais bon, selon certaines langues, on me dira, c'est bien, mais comment on dit, tu peux bien faire une formation en journalisme et tout, mais c'est pas trop garanti pour toi. Et du coup, puisque j'avais cette envie aussi depuis l'enfance de faire la médecine, les sciences infirmières et tout ça là, j'ai dit tiens, pourquoi ne pas me reconvertir en tant que personne médicale, je sais pas. Et du coup, j'ai dans ma tête en me disant tiens, pourquoi ne pas être aide-soignant? Vu ce que moi j'ai vécu quand j'étais hospitalisé, et déjà, personnellement, j'ai ce cœur de compassion, de compatir. Hein. Ouais, en tout cas, parfois, j'aime pas voir l'autre souffrir. Et j'aime toujours être là pour épauler, si par des conseils ou je sais pas. Mais surtout, j'aime être là pour aider les autres. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas bien reconvertir en aide-soignant? Et c'est une formation que tu vas débuter aussi, ou déjà commencé? Oui, j'avais demandé une inscription, mais malheureusement, j'ai raté. Ouais, j'ai raté cette année l'inscription. On me dira, il faut attendre l'année prochaine. Ah, d'accord. Oui. Du coup, on pourra, disons, profiter de tes capacités, connaissances médias pendant un an, peut-être. Voilà, bon, après, oui. il peut y avoir des choses qui vont se passer entre-temps. On ne sait jamais. Mais avant de commencer cette formation, tu seras souvent un plateau ici avec moi. Exact. Pour apporter tes connaissances, ta vision, ton point de vue. Exactement. Qui nous intéresse beaucoup. Ouais. Du coup, Ernest, moi, je te remercie beaucoup aujourd'hui de nous avoir fait déjà cette présentation de toi. Merci à toi, Christina. C'est très gentil pour moi et pour les auditeurs qui t'ont écouté. Du coup, je t'ai dit à la semaine prochaine. On peut déjà annoncer qu'on va parler cette fois du Cameroun. D'accord. C'est pas ton pays, mais... Non, c'est pas mon pays, mais c'est l'Afrique quand même. Mais c'est quand même l'Afrique, merci. Du coup, tu pourras quand même nous en dire quelque chose.